Bonjour. Je voudrais parler dans ce documentaire à propos de la technologie que j'ai développée. C'était donc en 2006-2007, quand j'habitais à la rue de Serbie numéro 76, à Liège, 4000 Liège, près de la gare de Guillemin, où j'avais commencé à développer des idées. En fait, je parlais tout seul chez moi, à haute voix. Je parlais en fait parce que je savais que j'étais sous écoute, que j'étais espionné, d'autant plus que ça me rendait intéressant pour parler. J'avais beaucoup de choses à raconter, et alors un beau soir assis sur mon bureau, je disais, tiens, pourquoi ne pas développer une idée qui dépasserait le jackpot, le succès de Bill Gates par rapport à l'ordinateur. Ou développer un ordinateur, ou bien quelque chose qui ressemble à un ordinateur, qui serait comme un ordinateur qu'on pourrait développer comme étant aussi plat comme un livre, aussi plat, mince comme une tablette de chocolat, qui fonctionnerait donc avec comme un ordinateur, quoi. Ça veut dire avec écran tactile, avec toutes les applications d'ordinateur à l'intérieur. Et à la même période, j'ai développé d'autres technologies aussi. Et j'avais même suggéré que Apple, l'iPad, que j'ai même intitulé qu'on va l'appeler l'iPad, j'avais suggéré à ce qu'on le propose à Apple et à Steve Jobs. Parce que, en fait, j'avais un journal à ma disposition, à côté de mon ordinateur, qui parlait de Apple, l'iPad. Et c'est grâce à ce journal que j'ai eu l'idée de développer aussitôt un iPad, technologie de iPad, le tout premier qui est sorti sur le marché, et qu'on le propose à Apple par la suite. Et j'ai même suggéré à ce qu'on le propose à Apple, qu'on l'appelle le iPad. Et ils ont fait intégralement comme ça s'est fait. Et à la même période, même instant, aussi quelques minutes après, je développe le e-book, je développe l'impression à 3 dimensions de la matière, je développe la marque du Coca-Cola Zero, je développe le BlackBerry GSM, un écran tactile avec un clavier incorporé. Hein? Je développe l'idée du iPhone, du smartphone aussi. Je développe plein d'autres choses comme le fait de pouvoir avoir les paiements automatiques dans les magasins, les caisses automatiques, quoi, où on paye directement par contact sans qu'il y ait une caissière qui soit en train d'encaisser l'argent que vous délivrez pour l'achat de vos articles. Et j'avais aussi développé un système comme quoi on pourrait, grâce à son iPhone, son smartphone, payer à la caisse directement vis-à-vis d'un processus normal de paiement et arriver à comptabiliser. Ça veut dire que ça sert d'enregistrement de paiement, ainsi de suite. Même le Bitcoin, l'idée du Bitcoin, j'ai développé aussi. L'idée de la carte prepaid à la même période, la même époque que j'ai développé. La carte prepaid, la carte crédit prepaid, j'ai développé. Le système de contrôle et de passeport de la carte Mobip, j'ai développé pour la STIP, développé en disant qu'il faudrait des nouveaux trams avec des écrans qui établissent le renseignement sur l'itinéraire que poursuit le tram. Donc j'avais développé tout ça. Et c'était des choses très intéressantes dont on voulait en parler. Et je crois bien, mais comme voisin, en fait j'avais des voisins. Il y avait une femme soi-disant hollandaise ou anglaise qui avait un accent un peu spécial, anglophone, qui me parlait tout le temps. Il y avait un monsieur en face qui me parlait tout le temps avec sa femme. Il me saluait tout le temps. Il y avait des voisins, un chinois chez moi qui habitait au-dessus avec un Camerounais qui qui étudiait en pharmacie et l'autre, le chinois, étudiait dans une école. Avec lui, je parlais souvent en chinois, je lui rendais visite et il me rendait visite. Il y avait une Roumaine avec son enfant d'à peine 2 ans et son mari qui travaillait. Elle ne travaillait pas. Il y avait deux Marocains qui habitaient là-bas aussi, qui travaillaient pas, qui travaillaient dans un autre pavillon intérim, à rue Serbie numéro 76. Il y avait moi, et il y avait un de mes voisins à côté de chez moi, qui me disant en faisant passer, la première fois qu'il est arrivé pour habiter là-bas, il disait, eh ben la sécurité d'État vous cherche des ennuis.
On parle des services de renseignement belges, Il me disait, la sécurité de l'État vous cherche des ennuis et veut vous embêter. Voilà, donc je savais que ce monsieur était de la sécurité de l'État. Et alors, certainement, ils ont essayé de m'avoir d'une façon ou d'une autre. Ils voulaient à tout prix que je puisse ne pas clamer tout ce que je faisais. Ils m'ont empêché de dormir de façon normale. Ils m'ont empêché de manger correctement. Ils m'ont empêché de pouvoir me mettre à l'aise pour reproduire et par écrit tout ce que je faisais et aller le produire après, le défendre et développer des idées de patente. Hein? Ils m'ont empêché quand même, c'est assez criminel, c'est même très grave. Hein? Donc ils enregistraient tout ma voix parce que je parle constamment tous les jours. J'avais à parler comme ça à haute voix, comme procéder comme étant un monologue. Hein? Mais en fait, je m'adressais à ceux qui m'espionnaient. Je savais déjà que j'étais sous espionnage. Et c'est comme ça qu'ils procédaient. Et ça s'est passé comme ça dans tous mes domiciles. J'ai habité à la rue de Serbie numéro 76 en 2006 et 2007 à 4000 Liège. Après avoir quitté Agora, l'hôpital Agora, avec Dr Mourat. Hein, où j'avais été suivi par Dr Godefroy, Dr Mourat, et j'ai été suivi par presque 40 psychiatres. Alors, est-ce que vous trouvez ça normal qu'il y a un problème et qu'en 10 ans, je suis suivi par 40 psychiatres? 40 psychiatres, dont je peux vous citer les noms. Alors, je trouve ça quand même scandaleux que ça se passe comme ça, qu'on sait qu'on me doit de l'argent, qu'Apple sait du plus haut secret qu'il me doit de l'argent, qu'il exploite mes idées, qu'il a rentabilisé jusqu'à présent aujourd'hui le trillion dans son entreprise, et que moi je ne suis pas payé. Je trouve ça scandaleux et criminel. Je m'adresse à ces gens qui, soi-disant, sont en train de m'espionner, d'enregistrer tout ce que je fais, comme ils l'ont toujours fait depuis longtemps, dans tous mes domiciles. J'ai habité à la rue de Serbie, numéro 706 4000 Liège. J'ai habité au boulevard Général Jacques 83, à Ixelles. J'ai habité à l'avenue du 11 novembre, numéro 16, à Etterbeek. J'ai habité à la place Saint-Pierre, numéro 27, à Etterbeek aussi, en 2009. J'ai habité à l'avenue Eugène Plasky. J'ai habité à Niederhof-Wernbeek. J'ai habité à la rue des Pères Blancs, à Etterbeek. Et j'ai habité à l'avenue des Volontaires, à Aulnay-Saint-Pierre. Hein? Et alors, je crois que ces gens sont en train de se moquer de moi. Ils ne veulent pas me payer. Ils savent qu'ils me doivent beaucoup d'argent, mais ils ne veulent pas me payer. Et moi, je sais pas faire comment je dois faire pour pouvoir protéger. Tant plus qu'on a un administrateur provisoire, son représentant légal, qui est censé par la loi faire fructifier vos biens, hein, faire défendre vos intérêts, faire fructifier vos biens, et surtout vous renseigner sur ce que vous possédez. J'avais maître Gilles Olivier, un avocat, qui était mon administrateur provisoire en 2006-2007. Et comment ça s'est fait qu'il n'était pas au courant? À mon avis, il devait être au courant, hein, mais comment ça s'est fait qu'il n'était pas au courant que ça se passait avec moi comme ça? Il a pris l'argent, il l'a mis dans ses poches. Maître Gilles Olivier est un escroc. Maître Gilles Olivier, escroc. Et je l'attaque en bonne et due forme, devant la loi. Et c'est ces messages aussi que j'ai développés. Ces différents documentaires s'adressent aux agents de la sécurité de l'État, qui doivent faire le travail correctement. Comme on le dirait en anglais, we act in proper manner and in legal manner. Donc ces gens ont profité de moi. Ils ne m'ont pas payé jusqu'à présent. Je ne suis pas informé que je suis payé. Il n'y a personne qui s'approche de moi ouvertement pour pouvoir clamer et me remettre ce qu'ils me doivent. Alors, tout bien ça, tout bon temps, eux peuvent dire, mais voilà, c'est un con, de toute façon, c'est un imbécile, il est malade en plus, qui va le croire, personne ne va le croire. Hein? C'est facile à dire tout ça, hein? On le prend pour un mythomane, c'est trop facile à dire. Après, si on vous croit quand on vous dit des choses pareilles, c'est trop facile à dire. Moi, j'ai une histoire fondée, une histoire qui est développée, qui est extrêmement fondée, qui a des répercussions partout. Tous les gens que j'ai cités ici, dans tous mes documentaires, si on les interroge, hein,
eh ben, on va savoir qu'ils ont vraiment caché des vraies vérités. Et que vraiment, c'est moi qui devrais mériter l'argent issu de tous ces développements technologiques. Et en même temps, c'était pas tout. Je chantais aussi en plusieurs langues. Et ils m'enregistraient. Ils allaient distribuer ces musiques à des artistes. Hein, pour produire. Et moi, je suis le seul qui ne gagne pas dedans. Et après, ils sont en train de développer des documentaires, des discours comme quoi, oui, nous protégeons les faibles, oui, nous nous occupons des gens faibles, des gens démunis, fragiles, ils n'ont pas de chance, ainsi de suite. Nous devons penser à eux, patati patata. Nous sommes contre le racisme, nous sommes pour le multiculturalisme, nous sommes pour la démocratie. Ce sont ces mêmes personnes, je vous assure, ce sont ces mêmes personnes qui appliquent des choses pareilles à leur égard contre leur insu. Ces gens violent la loi de façon flagrante. Et les gens qui sont habilités à les arrêter et à réclamer justice ne font pas le travail. Parce qu'ils reçoivent des pots de vin à travers de tout ça. Donc combien de fois est-ce que dans ces histoires, le juge a été pris pour complice dans ces histoires, a été induit à l'erreur dans ces décisions, hein? En bon entendeur, salut.